Bienvenue sur The Freeway. Je suis votre hôte et producteur du podcast, Alexis Léger. Après plus de 10 ans d'expérience en management de projets complexes, j'ai voulu aider les décideurs et entrepreneurs des entreprises innovantes à rencontrer les meilleurs talents du marché. Des petites entreprises aux grands groupes, en passant par les startups, tous sont en train de s'adapter aux nouvelles façons de travailler, les New Ways of Working. À chaque épisode, je reçois des décideurs, partenaires et freelance experts pour décrypter cette révolution et vous permettre d'en exploiter le plein potentiel. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Salut Caroline. Salut Alexis, comment tu vas ? On est live, ça y est. Enfin, on est live. En tout cas, ça tourne. Presque. Bon bah c'est l'essentiel, écoute, nous en tant qu'entrepreneurs on est habitués aux imprévus et ça fait partie aussi du jeu, mais c'est pas grave, on va délivrer beaucoup de valeur dans ce non-live, dans cet échange et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes parce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent justement à leur compte, enfin de personnes en tout cas qui se lancent à leur compte et il y a, comme tu disais, beaucoup de sujets à développer parce que c'est des nouveaux modes de travail, des nouvelles façons de penser et il faut y aller à fond parce qu'on veut creuser un petit peu tout ça. Je voudrais tout d'abord, Alexis, comme on dit. Voilà, c'est ça, c'est pas rien. Alors je voudrais déjà, Alexis, que tu te présentes un petit peu brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Je sais que tu as bientôt lancé le média The Freeway, donc un podcast pour parler un petit peu de ces sujets-là. Donc est-ce que tu peux un petit peu te présenter assez brièvement ? Exactement, donc The Freeway, la deuxième saison cette année, puisque j'avais déjà lancé la première saison en 2024, avec 5 épisodes sous format vidéo. Et là, cette année, on va diffuser sur toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, etc., en plus de YouTube. Et concernant mon parcours, un master en marketing, une appétence vraiment assez forte pour la communication et le marketing. Et puis après, assez rapidement, le conseil. Donc en CDI pendant quelques années, pendant 4-5 ans. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je suis en freelance. Et je me développe et plutôt comme sous un modèle solopreneur, avec effectivement le média The Freeway et une activité de recrutement, d'apport d'affaires que je développe en plus. Ouais, là, il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, je suis d'accord. J'aimerais bien que tu nous dises, Alexis, pourquoi est-ce que tous ces sujets dont tu nous as parlé, notamment le télétravail, le freelancing, le travail hybride, les digital nomadismes, tous ces modèles asynchrones, pourquoi est-ce qu'ils sont encore mal compris ou mal perçus, à ton avis ? Disons que la crise sanitaire a beaucoup accéléré les choses. Moi, je me souviens d'une période où j'étais consultant dans une grande entreprise et les internes, comme on les appelle, les personnes en CDI, avaient le droit de faire du télétravail et les externes, les consultants, n'avaient pas le droit de le faire. Ah oui, c'est pas génial. C'est ça. Et du coup, on est arrivé à la crise sanitaire où ça a forcé tout le monde à être en télétravail parce qu'il n'y avait plus le choix. Pour travailler, pour continuer de travailler, on était obligé d'être en remote. Et ça a beaucoup fait évoluer les façons de penser quand même sur ce type de sujet. Le travail en asynchrone, le télétravail. Et ça a montré aussi les effets bénéfiques que ça pouvait avoir par ailleurs. Et donc voilà, et moi, à cette époque, j'étais pendant plus d'1 an en full remote, avec des équipes en région, avec des équipes qui étaient un peu dispersées partout. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien. Et ça continue toujours de bien fonctionner aujourd'hui, puisque je suis sous un modèle de télétravail hybride, flexible, avec énormément de full remote, enfin de remote plutôt. Ok, trop bien. Et alors, quelles sont justement les plus grandes idées reçues sur le télétravail et le freelancing que tu as pu entendre ? Parce que souvent on dit, le télétravail, les gens ils bossent moins, ils passent plus de temps à faire de leurs loisirs, les gens sont moins soudés, tu vois, que s'ils étaient en présentiel dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu as entendu, toi, comme idée que tu trouves qui sont complètement farfelues par rapport à ça ? Les stéréotypes par rapport à ces nouveaux modes de travail. Exactement. Alors, c'est vrai que y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, que ça soit d'ailleurs le freelancing ou ce que tu évoquais par rapport au télétravail. C'est vrai que pour moi, ça dépend pas tant de ces facteurs-là que de l'individu. Tu peux très bien être sur site en présentiel,
et faire et ne pas travailler finalement. Passer ta journée à la machine à café, à la salle de sieste par exemple. Et c'est vrai que le télétravail a amené d'autres mécanismes de contrôle qui sont apparus pour que les managers de certaines entreprises qui sont plutôt dans le micromanagement finalement se mettent toujours à contrôler, alors les individus n'étant plus sur site mais en télétravail, que les individus soient bien au travail, derrière leur poste, est-ce qu'ils sont bien verts sur Teams par exemple. Donc le contrôle existe toujours et la confiance, c'est vraiment ça qui fait la différence dans tous les cas, que tu sois sur site ou en remote. Est-ce que ton client ou ton manager te fait confiance? Et c'est plutôt là-dessus que ça va se baser au final. Finalement, le contexte autour du télétravail ou pas, c'est remettre finalement la confiance au cœur du travail. Que tu sois sur site ou en télétravail, si tout le monde se fait confiance et que tout le monde délivre la valeur attendue, il n'y a pas de problème. Après, il y a quand même voilà, c'est ça, tant que le boulot est fait. Voilà, c'est ça. Après, il y a quand même un sujet de se voir de temps en temps. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Sauf quand les contraintes géographiques font qu'on peut pas. Comme là, par exemple, j'aurais bien aimé que tu sois en face de moi. Mais oui, là, ça serait... Eh ben oui, ça aurait été plus simple. Ouais, non, mais carrément. Voilà, on peut quand même réussir à travailler, à collaborer comme on le fait actuellement. Mais quand on n'est pas loin, que ça soit en région ou à Paris, on peut se voir une fois par semaine, une fois par mois ou plusieurs fois par mois. Et c'est ce qu'on appelle le télétravail hybride flexible. C'est que ça se fait en bonne intelligence. Donc tout le monde est là pour travailler ensemble en bonne intelligence, par exemple. Ouais, carrément. Et quelqu'un justement sur LinkedIn qui disait le télétravail ne révèle pas ceux qui ne travaillent pas, mais non, ça ne révèle pas ceux qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas justement. Parce qu'en fait, le télétravail, il faut quand même être assez... tu vois, il faut bien être ordonné dans sa tête, il ne faut pas partir dans tous les sens, il ne faut pas, sur tes heures de boulot, aller faire un golf. Enfin, tu vois, il faut quand même être concentré sur ce qu'on fait. Donc, exactement. Et certaines personnes, c'est vrai, ont besoin d'un cadre beaucoup plus structuré. Et je pense que, tu vois, le full remote ne peut pas convenir à tout le monde. Et ouais, carrément. Clairement, parce que... Moi, j'entends souvent des gens qui me disent j'ai besoin de voir les collègues, j'ai besoin de ressentir quelque chose, je suis seule devant mon ordinateur tous les jours, c'est dur. Donc on sent aussi ce besoin, tu vois, d'appartenance, de dialogue avec d'autres personnes. Ouais. Exactement, et tu parlais du freelancing juste un petit peu avant. Et c'est vrai qu'un des grands sujets autour du freelancing, c'est penser qu'on est seul. Donc si tu ajoutes... Et oui. Voilà, donc si tu ajoutes cette couche freelance avec le full remote, tout de suite dans la tête des gens, on ne sort plus de chez soi et on n'est que devant un écran toute la journée. Ouais, c'est vrai. Voilà, ce qui peut être vrai, mais c'est pas forcément le cas parce que en tant que freelance, oui, tu peux avoir ta mission ou tes missions, mais par exemple, moi, je participe à ton club, Carogori, comme c'est inscrit derrière. Le club. Donc il y a des moyens de sociabiliser entre les gens au-delà même du travail qu'on fait au quotidien et de rompre un peu ces schémas de solitude, du freelance, etc. quoi. Ouais, tout à fait. Mais justement, c'est à l'entrepreneur aussi de se bouger un peu, de se dire je reste pas toute la journée devant mon ordinateur, je sors prendre l'air, je sors prendre un verre avec des gens. Et c'est important parce que c'est vrai que quand on reste tout le temps chez soi, on tourne en rond et ça peut jouer aussi sur le moral, sur la productivité. Donc c'est vrai que c'est important aussi de sortir un peu de sa maison. Je veux savoir, selon toi aussi, quels sont les avantages concrets du travail hybride pour une entreprise aujourd'hui ? Alors, un avantage direct, c'est que les équipes peuvent être n'importe où. Donc, typiquement, elles peuvent être... après, il y a un sujet de fuseau horaire, effectivement. Oui, ça peut être compliqué, ouais. Ça peut être compliqué, mais ça reste gérable souvent. Donc, les équipes peuvent être en Inde, aux États-Unis, en France, et on peut collaborer pour un même projet tous ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est, je pense, un des premiers avantages pour une entreprise. C'est de décorréler le lieu physique, du fait de pouvoir travailler ensemble. Et oui, ouais. Donc plus de liberté à ses collaborateurs, ouais. À ses collaborateurs et aussi pour les dirigeants qui peuvent finalement recruter des gens partout dans le monde.
s'il y a des expertises Ouais. très pointues ou des besoins locaux qui font qu'il y a une expertise ou une compétence localement dans un pays, bah pourquoi pas faire appel à quelqu'un aux États-Unis, en France ou en Ouais, Inde, c'est par vrai. exemple, tout simplement. Ouais, donc on se ferme pas de porte, quoi. Exactement. Après, un sujet quand même qui existe, et on l'a vu aussi, le sujet des locaux, donc les locaux des entreprises. Forcément, il y a ce sujet de quand on est tous ensemble au même moment, au même endroit, bah du coup, il faut des Ouais. locaux énormes. Et Surtout, oui, voilà, surtout quand faut de la tu place. parles d'un grand groupe. Ce qui est relativisé quand on parle avec enfin, quand on parle du télétravail, où il y a ce système où on mixe les postes de travail, d'ailleurs qui peuvent être parfois non attitrés à quelqu'un en particulier, où les gens peuvent parfois s'asseoir où ils veulent dans les locaux de l'entreprise. Et ça permet au final pour les entreprises de limiter les coûts en termes d'investissement dans leurs propres locaux ou de location de locaux. Ça, c'est pragmatiquement, c'est aussi un avantage pour l'entreprise. Ouais, carrément. Ça, c'est vrai que de ne plus avoir à payer un local, ça fait des sacrées économies. Et du coup, on voit les entreprises sont prêtes à payer d'autres avantages à leurs collaborateurs, notamment un ordinateur ou un bureau debout, assis, couché. Non, ils font vraiment des efforts pour le bien-être aussi de leurs collaborateurs, donc ça, c'est cool. Et je voudrais savoir aussi, selon toi, quels sont les défis majeurs de ces modèles asynchrones et comment est-ce que les entreprises vont pouvoir les surmonter? Alors, le modèle asynchrone, pour moi, est pas assez utilisé aujourd'hui, clairement. Dans les entreprises, la culture, c'est souvent les réunions. Il y a un sujet, on fait une réunion. C'est vrai que voilà, c'est un peu le fléau dans beaucoup d'entreprises où les gens, parfois, ont ce réflexe sans forcément réfléchir par eux-mêmes. Parfois, il y a un sujet, tu peux le traiter en asynchrone, tu réserves une salle juste pour toi et tu vas travailler pendant 1 heure en deep work sur un sujet. Et après, avec ce travail préparatoire, tu vas te regrouper avec l'équipe en question, les bonnes personnes, et l'asynchrone que tu auras peut-être fait avec une personne avant de l'équipe, plus le meeting, va être beaucoup plus efficace que si tout le monde s'était rencontré en amont, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais parfois, c'est vrai que dans les entreprises, on cale des points, comme on dit, pour faire avancer le travail. Parce que parfois, Et oui, bah oui, c'est important. parce que parfois les gens sont pas assez responsabilisés pour se dire, bah là, il y a une deadline, faut vraiment que je travaille sur ce sujet. Et parfois, ils attendent qu'on cale un point pour avancer. Et ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'ils ont besoin aussi de savoir où est-ce qu'ils vont, le temps qu'ils vont avoir pour le faire et de structurer un peu tout ça, ouais. Et est-ce que tu penses justement que le télétravail, c'est accessible à toutes les entreprises ou alors qu'il y a des boîtes où ça peut pas du tout être possible? Est-ce que tu penses que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'entreprises qui vont proposer le télétravail ou est-ce qu'on va revenir un peu à du travail sur site? On a vu quand même des grosses sociétés revenir là-dessus. C'est un sujet assez compliqué. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Ouais, c'est vrai que c'est un gros sujet et on le voit de plus en plus, les grands groupes notamment, qui reviennent sur des politiques qui étaient beaucoup plus flexibles, notamment sur la période post-Covid, où on avait beaucoup plus de flexibilité. Et pour des logiques corporate, politiques, parfois liées au projet aussi, les gens sont amenés à revenir sur site. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie tendance dans les grandes entreprises, avec souvent une politique 2 jours de télétravail à 3 jours de télétravail pour les plus souples. Certaines sociétés ont même fait un retour sur site quasiment complet. Et ouais, j'ai vu ça. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que c'est un problème justement de confiance, que les dirigeants n'arrivent pas à faire assez confiance à leurs collaborateurs? Ou est-ce que c'est parce qu'ils pensent que justement les collaborateurs sont pas assez productifs? Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux sujets. Il y a un sujet de confiance qui existe, qu'on soit en télétravail ou sur site d'ailleurs. Il y a un sujet aussi, je pense, il y a peut-être un stéréotype et peut-être une vérité parfois de productivité.
Je pense que pour certains travaux, effectivement, c'est bien d'être tout le monde autour de la table et de se voir, clairement. Ça ajoute une valeur ajoutée. Et pour d'autres, c'est moins évident. Et est-ce que tu penses justement que les entreprises qui vont pas proposer le télétravail, elles vont être pénalisées à l'avenir? Parce qu'on voit de plus en plus de la nouvelle génération, tu vois, pour eux, le plus important aujourd'hui, on sait, c'est le salaire, mais c'est aussi se sentir bien dans sa boîte. Et le télétravail, ça en fait partie. Ça fait partie, il y en a, je connais des personnes, ils regardent, et s'il n'y a pas le télétravail, le full télétravail, full remote, je veux dire, eh ben, ils postulent pas. Donc, est-ce que les entreprises se ferment pas aussi des portes à ne pas proposer cette forme de travail? Clairement, moi, je connais beaucoup de talents de haut niveau, donc des freelances, mais aussi des salariés. On leur dit, du jour au lendemain, tu n'as plus de télétravail. C'est clair qu'on ne va pas garder ces personnes. Et ouais. Voilà, donc aujourd'hui, l'argument télétravail, voire full remote, c'est un argument pour une entreprise. Et à contrario, une entreprise qui ne propose pas du tout de télétravail peut avoir beaucoup de difficultés à recruter. Ça, c'est sûr. Et oui. Bah ouais, non, mais ça, aujourd'hui, faut en avoir conscience, hein. Exactement. Et on a remarqué aussi que les managers avaient souvent du mal à gérer leurs équipes en télétravail. Ça serait quoi les meilleures pratiques pour eux, selon toi? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un manager, voilà, qui passerait au télétravail avec ses équipes? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment est-ce qu'il pourrait s'organiser pour que ça fonctionne bien? Alors, c'est un sujet, effectivement, qui apparaît souvent dans les grosses équipes. Justement, tu vois, les équipes où il y a 5-6 personnes, c'est quand même plus facile à gérer ce type de sujet. Et ouais. Voilà, parce que tu te dis, bon, par exemple, tu choisis un jour, tu dis, le vendredi, on va faire ça sur site. Et globalement, les gens, ils savent que le vendredi, ils vont être tous ensemble, ils vont travailler ensemble. Ça va faire le lien social dans l'équipe. Ça va bien se passer comme ça. Là où ça se complique, c'est quand tu as des équipes énormes de 50, 60, 100 personnes parfois, et où c'est vrai que ça tire d'autres sujets, notamment le sujet des locaux, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais aussi le fait que certaines personnes vont vouloir venir peut-être tous en même temps un jour, et du coup ça va poser des problèmes, et que certaines journées, il y aura personne, et c'est peut-être pas non plus ce qui est souhaité au niveau du management. Donc, mais quel conseil tu pourrais donner, vraiment des conseils pratiques, tu vois, à un manager qui voit pas ses équipes tous les jours? Qu'est-ce que tu lui donnerais vraiment comme conseil? J'imagine d'être assez organisé, d'avoir des points réguliers avec eux. Ça, pour moi, c'est vraiment, tu vois, on touche à la culture de l'organisation. Tu as des managers ou des organisations qui vont se dire c'est totalement OK d'être en full remote et on essaye de se voir 1 à 2 fois par mois, tu vois, par exemple. Et là, on peut imaginer 1 à 2 journées par mois où les équipes se rassemblent, partagent tout ensemble autour d'un déjeuner et puis font leur journée de travail. Ça permet d'avoir ces petits moments autour de la machine à café, d'un déjeuner, c'est sympa. On ne fait pas qu'échanger sur du travail, du quotidien. Et oui, ouais. Ou alors, tu as des contextes qui vont nécessiter qu'on se voit plus. Par exemple, si tu as une livraison d'un projet où on a travaillé 6 mois en amont et la livraison se fait dans 2 semaines, peut-être que ça peut être plus judicieux de se dire là, on va plus venir sur site pour faire plus de discussions informelles, pour bénéficier de la proximité des individus entre eux, pour davantage se parler sans la barrière du digital. Et dans ce contexte, il va falloir peut-être que le manager dise voilà, on est dans un contexte de delivery où on attend vraiment que les gens collaborent un peu plus que d'habitude. Et dans ce cas-là, c'est peut-être pas d'imposer, mais c'est de dire voilà, ça serait quand même mieux qu'on se voit par exemple cette semaine tous ensemble, par exemple. Ouais, carrément. Alors là, une autre question. On nous vend le freelancing vraiment à toutes les sauces. On nous dit que c'est vraiment la liberté, que voilà, ça va être la solution à tous nos problèmes. Est-ce que justement le freelancing, ça serait pas une précarité déguisée? Ça, c'est une très bonne question que je pose d'ailleurs à mes invités. Voilà. C'est une question que j'ai posée récemment à un de mes invités. C'est très drôle que tu me poses cette question. Effectivement, le sujet du freelancing et de se dire c'est un modèle précaire, ça revient souvent. Ça revient souvent.
Effectivement, les revenus sont pas forcément stables. Non. Voilà, c'est une donnée qu'il faut intégrer dans son modèle, dans son business model. Et oui. Voilà, donc ça passe par des outils qu'il faut développer financièrement déjà. On recommande par exemple d'avoir autour de 6 mois de matelas de sécurité d'un point de vue financier pour faire face aux aléas. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est un premier levier. Voilà, c'est d'avoir ce matelas de sécurité qui te permet, si tu as des mois difficiles parce que tu as moins de clients ou tu n'as plus de clients, de rester sur ton modèle freelance. C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu en penses de tous ces un petit peu influenceurs là, qui nous vendent des programmes où on va gagner 10 000 € par mois, tout ça? Je pense aussi que ça donne une mauvaise image aussi justement des entrepreneurs. Ça fait croire à des jeunes que c'est facile, alors qu'entrepreneuriat, c'est tout sauf facile. L'entrepreneuriat n'est pas facile, le freelancing non plus. Et moi, si tu veux, j'ai vraiment une vision où le freelancing est une forme d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, on n'a pas, si tu veux, un produit forcément du type SaaS, tu vois, qu'on développe un peu comme Abi, par exemple. Donc, on n'est pas entrepreneur en mode CEO, par exemple, avec des investisseurs derrière, etc. Par contre, le fait même, comme tu disais juste avant, qu'on est dans une situation où on a des revenus qui ne sont pas forcément stables, nous oblige, pour moi, à avoir une posture justement entrepreneuriale et à se diversifier. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment le mindset dans lequel je suis personnellement. Donc, c'est d'être effectivement en mission pour mes clients. C'est ma source de revenus principale. Mais je cherche des leviers pour me diversifier, que ça soit, par exemple, le recrutement, l'apport d'affaires, qui est un levier qui est très intéressant pour justement se diversifier, voire scaler son activité. Je pense que l'apport d'affaires, ça va beaucoup se développer. Exactement, et tout le monde peut le faire. Dès que tu as une société, tu peux faire de l'apport d'affaires. Et ouais. Voilà, donc en fait, cette logique de diversification qui est très liée en fait à l'entrepreneuriat en général. On le dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que tu sois un particulier qui investit ou un entrepreneur. Et ça doit être la même chose pour un freelance. Le freelance doit penser comme une entreprise, doit communiquer comme une entreprise, et du coup gagner en stabilité par cette diversification et cette force de frappe en matière de marketing et de communication. Ah, bien sûr. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu de communication, toi tu conseilles aussi aux personnes qui travaillent avec toi d'aller sur des réseaux sociaux comme LinkedIn justement pour promouvoir ses services? Tout à fait, moi LinkedIn ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Déjà quand tu es visible sur LinkedIn, quand tu développes du contenu, des posts, des vidéos comme tu peux le faire toi aussi, c'est vrai que ça renforce ton positionnement. Si les sujets sont bien choisis, si tu développes les sujets pour asseoir ton expertise, du coup après, tu auras plus de facilité à aller contacter des gens, à aller prospecter, parce que tu as déjà du contenu. Donc donc tu développes ton expertise à travers les vidéos, les posts, les écrits, les articles. Et ça, c'est un levier exceptionnel pour un entrepreneur pour se faire connaître, mais aussi pour trouver des clients, tout simplement. Ouais, carrément. Toi, ça fait combien de temps que tu es inscrit sur LinkedIn? Alors moi, ça remonte quand j'étais en master, donc ça remonte déjà 2014-2015. Ah oui. Voilà, Et donc, tu trouves tes clients, aujourd'hui via ce réseau? Alors, je prospecte beaucoup via LinkedIn. Donc, voilà, comme je le disais, le contenu te permet de te baser justement sur des choses existantes. Donc, podcast, vidéo 9-16 sur LinkedIn, post par exemple. Et derrière, effectivement, tu peux échanger avec tes prospects qui potentiellement ont déjà vu tes posts. Et oui. Donc c'est un vrai plus quand même pour arriver à signer derrière. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour les entreprises de travailler avec des freelances? Ça serait quoi justement les avantages de travailler avec des freelances?
Alors les avantages, il y en a beaucoup que tu as vu passer sur mon profil avec les petites vidéos et que j'essaye de mettre en avant. Et oui. Voilà. Mais les avantages, c'est vrai qu'il y a le sujet de la flexibilité. En freelance. Moi, je travaille avec beaucoup de freelance pour mon propre business. Et c'est vrai que tu as ce sujet de moi que je recrute des personnes en part-time, par exemple. Des personnes qui ont une expertise de niche, souvent, que j'aurais beaucoup de mal à trouver en CDI, ou que j'aurais besoin de former énormément sur les sujets d'expertise dont moi j'ai besoin. Et du coup, j'ai l'opportunité, via le freelancing, de trouver des expertises de niche, souvent tout de suite disponibles, et avec un très bon niveau de delivery, tout de suite. Ouais, c'est ça, ils sont disponibles rapidement. Voilà, donc tu as la disponibilité, la flexibilité liée au projet, parce que tout projet évolue. Tu vois, aujourd'hui, je fais un podcast, donc j'ai recruté une podcast manager qui pilote le projet média. Ah, c'est bien demain, voilà, tu vois, je fais mes 20 épisodes cette année. Peut-être que l'année prochaine, mon business va évoluer, que je vais tendre vers un autre modèle média. C'est possible. Et donc peut-être que le modèle podcast manager, je vais le rechallenger vers d'autres prestations de services. Donc tu as quand même cette notion de flexibilité qui est liée à la prestation de service, à l'externalisation finalement, qui est très intéressante. Ouais. Après, attention aussi au salariat déguisé, parce que souvent, quand on se lance en freelance, on est tenté de prendre des missions qui payent bien, mais d'avoir qu'un seul client. Et en fait, ça, c'est hyper dangereux, parce que déjà, c'est pas légal. Et ensuite, quand on dépend que d'un seul client, c'est très dangereux pour le freelance aussi, parce que si d'un coup, le client arrête la mission, on n'a plus rien et c'est fini. Exactement, et c'est le modèle d'énormément de freelance dans le domaine de l'informatique. Et naturellement, si tu veux, moi, mon parcours de consultant, product manager et en gestion de projet est orienté vers ce modèle, c'est-à-dire d'un client que tu as, un client principal que tu as en régie. On appelle ça en régie. Ouais. Et donc, concrètement, c'est le taux journalier moyen, le TJM, et tu factures un client à la journée. En fait, ça se passe comme ça souvent pour les consultants de l'informatique. Et c'est vrai que là, tu tires un sujet important parce que quand tu es dans ce modèle régie, tu dépends à 100% d'un seul client. Et oui. Voilà. Et du coup, si ton business dépend totalement d'un seul client, et d'autant plus si tu n'as pas le matelas de sécurité dont je parlais avant, le risque, il est énorme, concrètement. Ah ouais, non, c'est fou. D'où l'important, et c'est ce que je défends pour les freelances et ce que j'évoquais juste avant, de se diversifier sur d'autres activités en parallèle. Comme l'apport d'affaires. Ouais, exactement. Justement, c'est un peu la question que je voulais te poser maintenant. Je parle de plus en plus avec des freelances qui en ont marre des plateformes, justement un peu comme LinkedIn, comme Twitter ou d'autres plateformes aussi comme Malte, qui aimeraient un peu sortir de tout ça, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail et c'est vrai que rien que le community management, publier des posts, c'est un travail à temps plein finalement. Il y en a beaucoup aussi qui délèguent cette partie et je pense que c'est une bonne idée, même s'il faut toujours rester quand même derrière pour voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que tu aurais des conseils pour qu'ils puissent trouver des clients premium sans passer par ces plateformes ? Je dirais même que le fait de chercher des clients premium devrait commencer en dehors des plateformes. Parce que quand tu passes sur une plateforme, par une plateforme de mise en relation, disons que tous les clients premium, loin de là, ne passent pas par ces plateformes. C'est ça la réalité aussi. Ouais. Ils passent par où alors ? Oui, ils passent en direct ou par des efforts d'affaires. Voilà, typiquement, moi, tous mes prestataires avec qui je travaille actuellement, que ce soit des prestataires qui sont sous un modèle de sous-traitance ou des freelances directement, je les recrute via la recommandation. Donc, ça veut dire que, tu vois, personnellement, je passe pas par les plateformes pour recruter mes propres prestataires. Ouais. Et je pense que, alors, il faut pas tomber non plus, à mon sens, dans le zéro plateforme. On tire un trait sur tous les intermédiaires, y compris, tu vois, les plateformes comme Malte, etc. Par contre, il faut le faire en bonne intelligence.
Voilà, t'as des intermédiaires qui sont de très bonne qualité, des apporteurs d'affaires, des plateformes, des cabinets de conseil, moi qui m'ont apporté aussi beaucoup et c'est utile dans beaucoup de situations de faire appel à leurs services. Mais ne pas négliger le levier de la recommandation directe qui est pour moi le levier le plus puissant pour un freelance ou un entrepreneur. Ouais, et puis il n'y a pas mieux que la recommandation, parce que là, on sait que voilà, il y a la confiance aussi derrière. Donc ça, en général, ça marche plutôt bien. Et on va parler un peu plus des digital nomades. Ça fait rêver, tu vois, l'entrepreneur avec son ordinateur qui part à Bali pour travailler. Je vois ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde, ou est-ce que tu penses qu'il y en a qui ne devraient pas faire ça? Alors, je pense que c'est effectivement... ça dépend beaucoup de ton cœur de métier. Il y a effectivement des métiers qui sont difficilement faisables en mode digital nomade. Moi, tu vois, par exemple, ma podcast manager, elle est au Portugal. Et depuis le début du projet où on travaille ensemble, ça se passe très bien et on vit pas dans le même pays, tu vois. Donc voilà. Après, il y a des sujets parfois réglementaires où les entreprises, pour des raisons réglementaires, juridiques, de protection des données notamment, ne peuvent pas travailler avec des prestataires qui sont dans certains endroits du monde. Voilà, où ça rend les choses très compliquées pour des raisons de sécurité. Dans ces cas-là, voilà, ça devient complexe. Je pense notamment à tous les domaines de la finance, de l'assurance. Parfois, on a des données sensibles, des données de santé, etc. Ou même des données financières, bancaires. Voilà, ça peut poser problème. Il y a quand même des sujets de sécurité des données derrière. Et les clients, parfois, ne seraient pas sécurisés au fait qu'on est freelance et on n'a pas beaucoup de sécurité par rapport à tous ces sujets alors qu'on est à l'étranger. Voilà. Et ouais, ça se comprend. Ouais. Et toi, personnellement, tu te verrais bouger souvent de lieu, ou t'aimes bien rester toujours au même endroit? Est-ce que tu te verrais, par exemple, partir demain à Bali pour 6 mois, ou t'aimes mieux rester à Paris ou en Europe? Alors, digital nomade, c'est vrai que t'as le concept où tu bouges quasiment tous les jours, ou enfin tous les mois, on va dire. Et avec ton sac à dos, ouais, avec ton backpack, et tu voyages et tu travailles en même temps, ce qui est possible. Hein. Et puis, tu as le modèle, comme tu l'évoquais, de rester un moment, 6 mois par exemple, à une destination déterminée, et tu développes ton business depuis, par exemple, Bali, tu as tes clients, et ça peut très bien se passer. Sauf les fuseaux horaires qui peuvent être parfois un peu impactants. Oui, voilà, et puis il faut avoir un bon Wi-Fi aussi. Exactement. Mais moi, pour ma part, alors je dirais pourquoi pas être à l'étranger pendant quelques mois comme ça. Le sujet, je pense qu'effectivement, principalement, c'est le décalage horaire, mais sinon, je vois pas de frein à développer mon business depuis l'étranger, pour ma part en tout cas. C'est l'avantage aussi d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on est assez libre avec ça. Ouais. Exactement, c'est ça. Maintenant, j'aimerais qu'on se projette un peu dans l'avenir. C'est une question un petit peu qu'on entend assez souvent, mais comment est-ce que tu imagines l'évolution du travail d'ici 5 à 10 ans? Est-ce que tu crois... Moi, j'ai vu plusieurs documents d'études même qui disent qu'il y aura de plus en plus de freelance. En même temps, j'ai aussi des entreprises qui disent que justement, avec la crise et tout, c'est aussi compliqué d'être à son compte, et qu'il y aura justement des freelances qui vont redevenir salariés. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Alors, des freelances qui vont redevenir salariés, il y en a aujourd'hui, il y en avait par le passé, il y en aura demain. Ça, c'est certain. La tendance, voilà, la tendance qui concerne l'entrepreneuriat et le freelancing est une tendance de fond. On constate d'année en année de plus en plus de freelances et d'entrepreneurs sur le marché. Et c'est une tendance qui est soutenue aussi par les aspirations de la Gen Z. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler comme nos parents, en gros. Et ouais. Voilà. Donc, ça, c'est une certitude. Ouais. Voilà. Et si tu veux, le cadre sécurisant du CDI traditionnel, les avantages que les entreprises essayent de valoriser, etc., la Gen Z ne voit plus ça comme de vrais avantages. Ouais, sauf après quand ils doivent s'acheter un appart. Voilà, et là c'est vrai que ça pose encore des sujets, mais je suis persuadé, tu vois Caroline, que ça va aussi beaucoup évoluer.
Parce que, Oui. On voit qu'il y a des banques qui commencent un peu à comprendre le problème. Il y avait eu un spot là, avec je sais plus quelle banque, qui disait justement qu'elle prêtait aux freelance. Donc je pense que ça va avancer aussi. exactement, t'as des banques leaders aujourd'hui qui commencent à donner plus de flexibilité pour les freelances et les entrepreneurs en matière d'octroi de crédit. Et effectivement, plus de freelance, plus d'entrepreneurs, de toute façon, ça veut dire aussi un marché qui devient plus grand pour les banques. Ils vont devoir s'y intéresser davantage et peut-être trouver d'autres moyens d'évaluer le risque sur un profil entrepreneur, sur un profil freelance. C'est une évidence. Bon, on dit de plus en plus que le freelancing, justement, c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui sont faits pour travailler dans une entreprise avec voilà, des collaborateurs. Et il y en a qui aiment mieux cette liberté, justement, du freelancing. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il faut comme compétences pour être un bon freelance? Est-ce qu'il y a des caractéristiques, finalement, qui font qu'on va plus être heureux dans ce modèle-là? Alors, quand tu es freelance, la première compétence, c'est de savoir prospecter. Et oui. Parce que pas de C'est vrai qu'on n'en prospection, parle pas assez alors que c'est essentiel. c'est essentiel. Et je dirais même que c'est le plus central quand tu es freelance ou entrepreneur. Eh bien, c'est la capacité à pouvoir trouver des clients. Que tu te bases, comme tu le disais tout à l'heure, sur des intermédiaires comme des plateformes, ou que tu ailles chasser ou pêcher, comme tu préfères, des clients par toi-même. Ouais, voilà. carrément. Et ça, du coup, la compétence de prospection pure, comme ce qu'on fait aussi en inbound, par exemple, via le podcast, le LinkedIn, etc., qui est une forme de prospection finalement plutôt marketing. Et derrière, retargeter les personnes qui nous témoignent un intérêt, ce qu'on appelle le full bound en marketing. Et ça, voilà, ça pour moi, c'est vraiment la première compétence. Et si tu n'aimes pas prospecter, je déconseillerais de devenir freelance. Vraiment. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment prospecter. Hein. Eh ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à être freelance aussi et qui vivent pas forcément bien le fait d'être freelance. Notamment parce qu'il y a ces périodes d'intercontrat, de périodes où on n'a pas de clients. Et si tu vas pas de l'avant, si tu développes pas ton réseau en continu, si tu développes pas cette capacité à te faire recommander par tes pairs, justement quand tu en as le plus besoin, c'est là aussi où tu peux avoir des problèmes en tant que freelance au niveau de ta trésorerie et que tu peux redevenir salarié. C'est un schéma classique. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vu pas mal de posts justement sur LinkedIn de freelance qui disaient je retourne au salariat parce que c'est pas fait pour moi et j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'avoir le salaire qui tombe tous les mois et en fait ça me stresse trop et donc je pense qu'il faut aussi avoir un caractère, tu vois, qui permet ça. Il faut être résilient, il faut être déterminé. Il faut que voilà, quand on a un échec, on rebondit dessus et on avance, tu vois. Et c'est vrai que finalement le fait que tous les mois ça soit un nouveau challenge à chaque fois, de se dire est-ce que ce mois-ci je vais arriver à avoir un salaire, c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est aussi un peu se mettre en danger. Donc c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Exactement, la notion de risque et de danger, de toute façon, dès que tu entreprends, quelle que soit la forme, il faut être à l'aise avec le risque et le danger. Ça, c'est une variable, une constante, on va dire. Ensuite, donc tu as l'aspect, effectivement, aimer prospecter, savoir prospecter un minimum, que tu fasses de la prospection ciblée, très commerciale, ou de l'inbound ou du full bound derrière. Et après, tu as l'aspect aussi rester au meilleur niveau. Et pour ça, tu as la formation continue. Donc, en fait, ton expertise est tous les jours rechallengée par le marché. Il y a des nouvelles technologies qui sortent. L'intelligence artificielle, mais tu as beaucoup de nouvelles technologies en parallèle qui sont importantes à maîtriser aujourd'hui pour des freelances. Et si tu n'as pas cette curiosité intellectuelle, cette volonté de te former en continu, c'est là aussi que tu vas prendre du retard sur tes concurrents freelance ou entrepreneurs et que ça risque aussi de mal se passer pour toi. Et Donc pour moi, cette valeur de formation continue dont je parle énormément aussi sur LinkedIn, t'as eu ton master, t'as eu ta formation, ton DUT ou ton BTS, très bien. T'es en freelance aujourd'hui, mais continue à te former. C'est pas parce qu'aujourd'hui t'as 2, 3, 5 clients
qu'en restant sur tes acquis, tu vas continuer à avoir ces clients et à en trouver d'autres. Il faut toujours se rechallenger, acquérir de nouvelles compétences et sortir de sa zone de confort. Ah ouais, je suis d'accord. C'est vrai que souvent, il y en a, ils s'appuient un peu sur leurs acquis et c'est justement là que ça devient dangereux, ouais. Exactement. Tu vois, récemment, j'ai suivi la formation de Chris Scholly sur l'apport d'affaires. Donc, j'avais déjà recruté par le passé, fait des apports d'affaires, mais monté en compétence grâce à quelqu'un qui a déjà fait ça de façon un peu industrielle, avec, Et tu oui, vois, ouais. son Slack qu'il propose pour lui poser des questions, etc. En plus de sa formation, bah, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je développe aussi d'autres stratégies parallèles pour prospecter. Et ça aussi, c'est vrai pour les hard skills. Dans mon domaine, dans le produit ou dans la tech, bah, j'essaye, tu vois, de rester toujours au niveau sur l'intelligence artificielle, sur des hard skills de type langage ou le SQL, etc. Donc, c'est très important d'être à jour, voilà, sur les pratiques de ton marché, voire d'avoir un temps d'avance. Anticiper, bah ouais, carrément. Et c'est vrai que moi, je parle aussi beaucoup avec des freelances là, sur LinkedIn, et souvent ils se disent oui, mais mon personal branding va m'aider à vendre juste avec mes posts et j'ai pas besoin de prospecter. Mais en fait, ça c'est une fausse bonne idée. Moi, je fais les trois. Je fais de l'inbound, Hmm. je fais de la prospection ciblée directe et je fais du Ouais. outbound. Ok. Et J'ai ces trois qu'est-ce qui te stratégies donne le plus de c'est lead. quoi le plus efficace? Ouais. Prospection ciblée marche bien. Hmm. Sachant que sur LinkedIn, tu vois, par exemple, on envoie avec mon setter, parce que j'ai une personne qui m'accompagne sur les sujets de prospection ciblée notamment. Et donc, on Hmm. envoie au minimum 50 invitations ciblées sur des comptes cibles par semaine. Oui, pas mal. Voilà. Et derrière, on retarget donc les gens, les personnes qui nous acceptent avec des messages de Hmm. prospection ciblés suivant le profil. Et on engage. On engage des conversations en mode setting, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire de la vente à tout prix. On a une Hmm. discussion qui est beaucoup plus basée sur, on essaye du win-win, et surtout Ouais. basée sur une vraie conversation qu'on essaye de créer avec le prospect, et pas simplement Hmm. dans un objectif de vente pure. Ouais, mais ça, on a vu que ça marchait pas, hein. On a tout le temps des messages où le gars, il te balance son lien Calendly et il cherche même pas à comprendre ce que tu fais. Des fois, il se trompe de prénom et ça, c'est clair que c'est perdu d'avance, hein. Exactement. Donc sur ma niche, je dirais Faudra. que pour l'instant, la prospection ciblée marche mieux que le full inbound. Hmm. Mais les deux combinés, pour l'instant, par exemple, les personnes qui sont intéressantes pour moi, qui visitent mon profil, comme j'ai LinkedIn Premium, Hmm. je peux voir la Ouais. liste, tu vois, des personnes en continu qui visitent mon profil, et derrière les Hmm. retargeter. Donc c'est un premier signe d'intérêt que d'avoir visité mon profil. Et derrière, tu Ouais. retargetes. Si la personne est dans un business, a une fonction qui t'intéresse, bah t'essayes aussi de l'intéresser. Ça marche comme ça, le setting, en gros. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est bien. Donc toi, tu penses les conseils que tu pourrais donner aujourd'hui à un freelance qui se lance, ça serait déjà d'aller prospecter, Oui, de voir prospecter. du monde aussi. Ouais, prospecter et je dirais capitaliser sur son réseau existant Hmm. parce que on a tous un réseau qui est très puissant de base parce qu'on a eu notre expérience par le passé. On est passé Hmm. par, avant d'être freelance, même peut-être par 3, 4, 5 entreprises. Donc Ouais. réactiver, voilà, tu vois, réactiver ces contacts peut-être un peu dormants parfois. Leur dire, voilà, je suis passé en freelance, bah, si tu entends une opportunité ou si toi-même tu as une opportunité, bah en gros, moi je Hmm. suis là pour répondre à tes besoins. Tu vois, ne pas hésiter à aller solliciter ces contacts avec qui surtout on a eu l'occasion de démontrer ses compétences. Eh oui. Ouais, ça c'est clairement important. Et puis demander des recommandations aussi à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, parce que ça, c'est vrai que bah, moi je vois à chaque fois que je collabore avec quelqu'un, c'est le premier truc que je vais voir, c'est les avis, même si des fois on sait que c'est faux. Mais bon, ça peut quand même être pas mal de voir un peu ce que ça donne. Ouais, si tu avais un seul conseil aujourd'hui à donner à quelqu'un qui veut franchir le pas justement du freelancing, qu'est-ce que ça serait? Un salarié qui veut devenir freelance. Ouais.
Alors j'ai beaucoup de personnes qui me contactent justement en inbound pour avoir des informations là-dessus. Et mes anciens collègues, tu vois, avec qui j'ai travaillé de près ou mes amis, c'est avec plaisir que je prends 1 heure pour leur expliquer justement la question que tu poses, la transition, etc. Comment optimiser tout ça. Le truc, c'est qu'il y a énormément de sujets autour du passage salarié à freelance. Et souvent, 1 heure ne suffit pas. Rien. Voilà. Et souvent, 1 heure ne suffit pas. Donc, tu pourrais lancer du coaching là-dessus? Alors, j'ai une offre de coaching, mais je la pousse pas, aujourd'hui en tout cas, comme je pousse, tu vois, le recrutement et l'apport d'affaires. C'est pas ma priorité. Pourquoi? Ok. Parce qu'en fait, on peut pas chasser tous les lièvres à la fois. Ouais, non, ça c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que je suis sur un marché où, tu vois, les freelances comme les entreprises, ce sont mes 2 clients. Parce que, voilà, si je veux vendre un dispositif avec des freelances à un client final, quelque part, le freelance avec qui je vais contractualiser, c'est mon client également. Mais oui. Donc, on est vraiment dans un modèle où le client est à la fois le freelance, mais aussi le client final chez qui le freelance va travailler. Ouais, je vois. Je vois très très bien. Écoute Alexis, c'était un superbe échange. J'aimerais bien que tu dises pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour aller plus loin sur tous ces sujets. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, effectivement, parce que je suis très actif sur le réseau. Sur YouTube, on développe le podcast The Freeway et je vais faire 20 épisodes cette année dédiés justement au Future of Work. Et puis aussi toutes les plateformes, donc Spotify, Deezer, etc., où le podcast va être présent. Donc on essaye vraiment d'être présent un peu sur toutes les plateformes. Instagram aussi que je développe, que je vais beaucoup développer cette année. Voilà, donc vous pouvez me suivre, Alexis Léger sur LinkedIn et The Freeway sur les autres réseaux. Trop bien, écoute, on va faire ça et puis on va te suivre parce que je pense que tu vas aller très très loin. On sent que tu as cette âme, cette passion, cette envie de changer aussi les choses. Et tu t'exprimes très bien, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos et on voit que t'es fait pour ça en fait. T'es un communicant, t'es quelqu'un qui aime bien partager les choses, qui est très vivant, qui est très dans l'humain. Et je pense que c'est quelque chose qu'on aura besoin de plus en plus pour bien travailler. Donc bravo à toi et hâte de suivre ce que ça va donner dans les années à venir. Merci, ça me touche d'autant plus que toi aussi t'es une très bonne communicante. Donc Merci. Ça me touche d'autant plus. Merci beaucoup Caroline. Il faut dire les choses aussi quand c'est bien. Et surtout quand c'est bien d'ailleurs. Alexis. Faut pas l'oublier. Exactement, c'est vrai. Bon écoute, c'était un plaisir Alexis et puis à très bientôt alors. À très bientôt, je te remercie beaucoup Caroline. À très vite. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à ceux qui devraient l'écouter. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, rendez-vous sur thefreeway.fr pour retrouver des ressources en lien avec l'épisode. Si vous voulez me contacter, retrouvez-moi sur LinkedIn, Alexis Léger. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Freeway. À très vite!